Alors bonjour à tout le monde. Et je voudrais remercier le professeur Bertrand d'être virtuellement ici aujourd'hui et aussi l'Université de Grenoble où j'ai eu le plaisir de passer quelques mois pour le projet de double diplôme avec l'Université de Venise. Et en commençant par l'image de Largo Mercatello par Mikko Spadaro qui donne une vision d'une ville touchée par la peste à l'époque moderne. Dans ce cas, c'est Naples en 1656. L'époque moderne a vu une propagation différente de la peste par rapport à l'épidémie qui a éclaté en 1347 et 48 et qui a été décrite dans l'intervention de professeur Taddei que je salue. La peste ne s'est plus répandue de manière assez généralisée dans toute l'Europe, mais a frappé de manière plus localisée dans certains zones géographiques. Au cours de 4 siècles, compris entre la seconde moitié du IVe siècle et la première moitié du XVIIIe siècle, l'Europe a été frappée par de nombreuses vagues d'épidémies de peste. Les conséquences de ces fréquentes vagues d'épidémies ont été tout d'abord le déclin démographique, puis divers changements culturels, économiques et sociaux, bien sûr. Tout homme ou femme ayant atteint l'âge de 25 ans avait connu la peste au moins une fois dans sa vie. Cette approximation connaît une augmentation spéculaire dès que l'on rostrait les points d'observation géographique. En Italie, entre le 1349 et le 1537, la contagion se déclarait dans différentes régions tous les 2 ou 3 ans environ. Milan, par exemple, a été frappé 18 fois au VIe siècle, en moyenne tous les 2 ans jusqu'en 1528. Lors de fréquentes pestes du VIe siècle, il y avait souvent une dynamique particulière. Les habitants de villages de la campagne sont le plus souvent épargnés par la contagion qui fait des ravages dans les villes. Mais la peste crée des écarts démographiques dans les zones urbaines qui sont ensuite comblés par la population rurale, qui migre en quête de fortune en profitant des besoins de main-d'œuvre. Lorsque la vague épidémique suivante frappait la ville, les nouveaux habitants ont été les principales victimes de la peste. La situation de les campagnes ne doit cependant pas être sous-estimée. Bien que la concentration de la population soit plus faible, l'environnement rural pouvait subir le passage d'une armée porteuse de la peste, qui l'a propagée avec des grands résultats sur de vastes zones aussi. Un exemple, la peste qui a frappé le centre-nord de l'Italie en 1629 et 31, lorsque les Langschnee, venus d'Allemagne, ont envahi la plaine de Peu pour assiéger Mantoue pendant la guerre de succession de Mantoue et Montferrat. Cette peste a fauché environ 40 personnes de la population vénitienne, mais aussi le 30% de la population rurale de Dominion de la République. Au cours du VIe siècle, la maladie est toujours présente dans un état semi-endémique, mais à partir de l'âge baroque, au XVIIe siècle, elle se manifeste par une série d'épidémies plus violentes et plus espacées dans le temps, dont le point culminant est constitué par les 2 épisodes de 1630 et 1656 qui a frappé Naples en particulier. Bien que ce fléau ait éclaté avec violence et sur une zone territoriale plus étendue que XVe siècle, ils n'ont jamais impliqué toute l'Europe en une seule vague, comme ce fut le cas de 1347 et 48. Le peste de l'époque moderne ont touché de manière dramatique les centres urbains où elles ont provoqué de déclins démographiques effrayants, comme dans le cas de la peste de 1630, à laquelle toutefois plusieurs facteurs destructeurs ont contribué.
Souvent, la peste ne provient pas de causes inconnues, mais liée à des épisodes de famine et de guerre, comme dans la célèbre représentation de Dürer de quatre cavaliers de l'Apocalypse. La première figure à droite représente la peste, le cavalier le plus redouté de l'Apocalypse, qui a le visage de la pire forme de maladie envoyée par Dieu pour punir l'homme de ses péchés, depuis que la peste a frappé les Philistins. Et qui est armé d'un art, comme Apollon, décochant ce flèche pestilentielle dans les camps Achènes qui assiègent Troie. Et après, nous avons la guerre armée d'une épée, la famine armée d'une balance, et enfin la mort qui dépérit est armée d'une fourche. Les quatre cavaliers ont frappé simultanément le nord-ouest de l'Italie entre 1628 et 1631. En effet, les cris de famine ont déstabilisé l'alimentation de la population, le rendant physiquement plus faible, et la guerre pour la succession de Mantua et de Montferrat a contribué à la propagation de la peste, descendue avec le Langschnee de Lindau en Allemagne. Les corps les plus vulnérables étaient de pauvres, mal nourris par la famine, et les femmes et les enfants mouraient en première, bien sûr. La peste était un personnage majeur de l'histoire moderne, car elle est sinistrement présente dans les affaires collectives de groupes humains et leurs relations à l'environnement. L'histoire d'une épidémie qui se propage dans la ville est racontée à travers des chroniques qui prêtent attention aux plus petits détails, apparemment secondaires. Ce sont les objets et les gestes de quotidien, les rencontres fortuites qui convergent vers l'événement tragique de la peste. La prochaine image, c'est un modèle agencier par Gaetano Giulio Zumbo. La peste qui a frappé la vie a créé des images macabres dans la population, comme en témoignent ces modèles agenciers, qui représentent un carnier où sont jetés le corps de pestiférés. La représentation de la mort est frappante. On voit des corps d'hommes, de femmes et d'enfants en décomposition. Et l'impression, c'est que la peste n'épargne personne. Mais la peste n'est pas la même pour tout. Elle ne touche pas toutes les classes sociales avec une action de nivellement. Ce que Carlo Maria Cipolla a appelé à juste titre la mortalité différentielle, qui frappe les gens sur une base sociale. En premier lieu, les classes les moins privilégiées, et contribue à initier aussi ces processus psychologiquement lacérants qui consistent à identifier les causes et les coupables de l'épidémie, en croyant aussi à des conspirations urdies par les élites. L'État intervient, faisant évoluer ses actions sur la base des épidémies passées. Les interventions visaient avant tout à isoler le mal, et c'est ainsi que les pestiférés étaient mis en détention et amenés vers des lieux d'isolement. Tous les objets que les personnes infectées ou sa famille les possédaient passaient par un processus différent selon le statut social. Les personnes de statut noble évitaient la torture du lazaret et l'enterrement dans des fosses communes, mais avaient le droit de mourir chez elles et d'être enterrées dans les chapelles familiales. Les objets de valeur des familles les plus riches pouvaient être stockés en toute sécurité dans le monastère qui se garantissait leur retour à la fin de l'épidémie. Ceux qui ne possédaient pas d'objets de valeur assistaient impuissants à la destruction de peu qu'ils avaient. Et avec le feu purificateur, ils perdaient aussi leur mémoire, leur signification et leur valeur sentimentale. Souvent, dans le testament vénitien pendant la peste de 1630-31, de simples articles d'habillement comme des chemises, des matelas, des vêtements en général étaient laissés à la famille et aux amis. Le mémoire et le droit d'œil privé étaient retirés à la population la plus pauvre, mais pas aux plus riches qui pouvaient enterrer leurs morts avec dignité.
La dernière image représente la Vierge qui sauve Venise de la peste de 1630, dans le sombre goût baroque de la représentation. Si l'on se penche sur le cas de Venise, c'est cette ville qui a créé, qui a été la première à inventer et à mettre en pratique le terme quarantaine, comme Madame Taddei a déjà dit. La quarantaine est la choix le plus courant de la santé publique moderne ainsi que contemporaine pour combattre une épidémie. La quarantaine établit un isolement de 40 jours consécutifs, mais le délai établi n'a pas été, contrairement à ce que l'on pourrait penser, institué par des principes purement médico-scientifiques, mais plutôt religieux. Les 40 jours sont ceux des grands déluges. Ce sont ceux pendant lesquels Jésus est tenté dans le désert et sont les jours datant avant que Jésus ne réapparaisse ses disciples. En général, les 40 jours sont associés à la fin d'un événement difficile qui cependant menait à un but positif et cathartique. Lorsque une personne mourait de façon suspecte ou était reconnue infectée, on le sortait de la maison et on le conduisait au lazaret pour rester séquestré 40 jours au plus. Toute la famille et la maison, que les documents contemporains appellent à Venise casa sequestrata, la maison séquestrée, étaient mises en quarantaine. Les maisons à l'intérieur desquelles se trouvaient des personnes infectées ou suspectées d'être infectées étaient scellées afin que personne ne puisse y entrer ou en sortir sous peine de mort. Et pendant ce temps, le voisin était interrogé sur les mouvements suspects pour identifier l'origine de la contagion. La maison était ensuite aspergée de myrrhe et de fumée de soufre, et puis lavée à l'eau et au vinaigre. Les nids et les fils ont été pris de s'assurer que personne n'entre ou ne sort des maisons où leurs proches sont confinés. Et si des transgressions sont constatées, de les signaler immédiatement au bureau de santé. La structure familiale moderne, alors, si importante dans une période de troubles, était brisée. Une autre mesure de lutte contre la peste, introduite pour la première fois par Venise, est celle de Lazzaretto, le lazaret. La nécessité de disposer d'installations permanentes à Venise pour lutter contre l'épidémie découle du fait qu'au cours du XVe siècle, la peste frappait la ville environ tous les 7 ou 8 ans et qu'il fallait dans un endroit qui puis être efficacement et immédiatement efficace lorsque l'épidémie s'est déclarée. Les victimes de la peste y étaient placées loin du reste de la population afin d'éviter la propagation de la maladie. Venise était la première en Europe en 1423 à créer une structure stable pour l'isolement des victimes de la peste sur l'île de Santa Maria di Nazareth. Le terme lazaret dérive probablement de mauvaise prononciation du mot Nazareth en Nazaretto et alors Lazzaretto, que l'on retrouve dans certains documents après la construction de ce premier lazaret. Le deuxième lazaret, appelé Lazzaretto Nuovo, le nouveau, a vu le jour en 1468 dans une autre île. Le navire, ayant à leur bord des équipages et de marchandises susceptibles d'être infectés, était détourné vers ce second lazaret. Ici, les marchandises étaient soumises à ce que l'on appelait à Venise le sboro, la purge, car elles provenaient de zones infectées, tant du continent que de l'Adriatique. L'homme de l'époque moderne a donc réussi à s'adapter en essayant de créer, dans la mesure du possible, des méthodes pour lutter contre la peste, qui était devenue une présence constante dans les villes européennes. Le désarmement subi par la population de ville était grand et fréquent, et alors l'État, lors de peste, devenait sensible à la défense de ses citoyens.
J'ai terminé mon intervention. Merci pour l'attention. Désolé pour ma prononciation.